Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Dans cet épisode, j'ai comme invité Rebecca Bergeron et elle vient me parler d'acupuncture et d'accompagnement à la naissance. C'est deux sujets avec lesquels j'avais vraiment envie de parler, d'approfondir. Je pense que c'est des sujets que tout le monde a besoin d'en savoir un peu plus. Ça a été vraiment le fun de pouvoir pousser la conversation avec elle un peu plus loin, puis de pouvoir explorer ces deux avenues-là qui aident en général aux personnes à se sentir mieux, un peu plus à l'aise et un peu moins stressées dans la vie. Bonne écoute tout le monde. Bonsoir Rebecca. Allô. Je suis contente d'avoir mon podcast à soir, puis surtout pour parler Moi aussi, de l'accompagnement en périnatalité, puis de tout le travail que tu fais pour informer et supporter les gens dans le processus de la naissance. Ouais. Je trouve que tu fais un excellent travail. Je te suis entre autres sur Facebook, puis tout ce que tu publies est tellement pertinent que même moi puis Jasmine, on en parle constamment. Je sais pas qu'on en va parler. C'est toujours sujet à débat, puis c'est tout le temps des débats qu'on trouve le fun à avoir. Cool. Je voulais commencer parce que j'aime ça commencer avec une question de nombre. J'étais un gars de mathématiques un peu. Puis je voulais savoir, tu penses qu'en accompagnement à la naissance, tu as été avec combien de personnes depuis que tu as commencé à faire ça? Tu as suivi combien de... Ben pas suivi, mais accompagné combien de personnes? J'ai assisté à une 50aine d'accouchements. Puis tu fais ça depuis combien de temps? Nos stages étaient en hiver 2015, fait que ça va faire 6 ans. Quand même. Ça veut dire que tu essaies d'apprendre à peu près combien de personnes? Une personne par mois? Là, je me suis reconcentrée un peu plus sur cette partie-là de mon travail, puis je veux rouler à 1 à 3 accouchements par mois. OK. 4 si c'est un mois de 5 semaines, puis tout le monde est réparti magiquement bien, mais sinon, de 1 à 3, c'est qu'est-ce que je suis confortable. Puis c'est... Surtout pourquoi? Parce que je présume que c'est pas un horaire que tu peux vraiment trop prévoir d'avance. Il doit y avoir des choses... Absolument pas. Peux-tu nous en parler un peu de comment ça peut changer du... L'accouchement, il part quand il part, là. Donc, c'est sûr que les rencontres prénatales, tu peux les rentrer à l'horaire, puis ça, c'est pas un problème, là, mais le travail d'accouchement, dans le fond, je vais être de garde à partir de la 37e semaine jusqu'à ce que l'accouchement arrive, qui peut se rendre jusqu'à 42, et que somme toute, il y a comme 1 mois et demi entre la 37e semaine et la 42e. Fait que quelque part là-dedans, je vais me faire appeler. 99% du temps, c'est la nuit. Puis après, je reste jusqu'à temps que l'accouchement soit fini. Et que ça dure le temps que ça dure. Puis habituellement, t'es-tu très tôt dans le parcours de la grossesse ou t'arrives plus quand on s'approche de la naissance? Les gens peuvent me contacter à n'importe quel moment, mais la moyenne, c'est plus autour de la 20e semaine. OK. De temps en temps, j'ai des gens qui me contactent très tôt. J'ai quelques personnes qui me contactent avant de tomber enceinte. Mais ça, c'est plus rare. Et puis, la majorité sont déjà rendus un peu plus loin, là, quelque part à mi-chemin, à peu près. OK. Puis, de temps en temps aussi, j'ai des gens qui me contactent à la dernière minute. Mais le dernier stress, je pourrais accoucher demain matin. Finalement, j'ai décidé que je voulais plus d'aide à mon accouchement. Es-tu disponible? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ça, c'est aussi rare, même plus rare que des gens qui me contactent avant de tomber enceinte. OK. Mais c'est dans les deux cas, peut-être 1 à 2 par année. Fait que vraiment, la grosse moyenne, c'est plus en mi-parcours. Ouais. OK. Puis est-ce que tu as un long processus aussi après la naissance? Ou ça aussi, c'est à peu près une 20aine de semaines ou un peu moins que ça? Après la naissance, c'est assez court. Dans mon cas, je vais revenir de 1 à 2 fois les rencontrer. OK. On peut rester en contact puis se communiquer. Puis j'ai des clients que je parle encore. Puis la naissance a eu lieu il y a plusieurs années, là, mais c'est infréquent. Puis c'est juste pour se donner des nouvelles. Mon accompagnement en tant que tel, il se finit quand même rapidement en postpartum. Ah, c'est bon à savoir. J'aime ça me faire un calendrier de ce genre de travail-là. C'est pas simple de se faire une image concrète de c'est quoi un horaire ou juste de... L'encadrement ressemble à quoi en général? Ouais. Mais dans mon cas, je fais pas beaucoup de postpartum. Je fais le immédiat après l'accouchement parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment utile. Et pendant un bout de temps, je l'incluais pas dans mes forfaits. Puis après, j'ai genre juste une réalisation que c'était trop important. Puis les gens ne réalisaient pas l'importance de ça nécessairement quand c'était un premier bébé. Fait que je l'ai juste inclus puis je l'impose à tout le monde. Maintenant, je laisse pas de choix. Comme t'en as besoin, tu sais peut-être pas, mais comme tu vas me revoir. Ça va te faire du bien, je te le confirme. Mais il y a des accompagnantes à la naissance qui font des relevailles, qui sont plus des accompagnantes de postpartum, qui, elles, peuvent rester pendant les premiers 6 mois. Là.
puis qui peuvent faire des chiffres de nuit, puis passer beaucoup de temps dans la famille. Ah, là, c'est vraiment bon à savoir aussi qu'il y a des différences ou des Oui, spécialisations même dans ce domaine-là. Ça, j'étais oui. vraiment pas au courant. Spécialisation, c'est une expertise différente, si on veut. Là. Je veux savoir aussi, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ça comme branche, parce que je sais que tu fais aussi de l'acupuncture, entre autres. C'est quoi qui Mhm. t'a donné envie de rajouter cet autre arc-là un peu à ta façon de procéder? En fait, c'est le contraire. Mon premier OK. intérêt, ça a été les accouchements. Ah! Ça vient d'où? Je je sais pas où ça a commencé. J'ai retrouvé en faisant du ménage un travail que j'avais fait en secondaire 3, puis j'avais mis que je voulais être sage-femme ou joaillière. Fait que ça remonte au minimum depuis secondaire 3. Peut-être que c'était là avant. Je sais pas, aucune idée pourquoi. En fait, c'était là. Ça m'intéressait. Puis après, je suis allée en acupuncture parce que sage-femme, c'était à Trois-Rivières, puis c'était trop loin. C'est tout. C'est une C'était bonne épeurant. raison, c'est une bonne raison. Trois-Rivières, la grande ville, c'était épeurant. Parce que, tu sais, Trois-Rivières, avec le recul, c'est une grosse ville. Dans ma tête de campagnarde, c'est ça. C'était trop gros. Euh, puis j'étais allée en acupuncture. Puis le premier stage que j'ai fait en finissant, ça a été tout de suite d'aller faire de l'accompagnement à la naissance, faire des poursuivis de grossesse, accompagnement, puis tout ce qui touche à la grossesse et la maternité. Quelle qualité tu penses qu'il faut à tout prix avoir pour pas bien, ben tu sais, soit bien faire ça ou quelque chose qu'il faut à tout prix pas avoir comme trait de personnalité pour éviter des conflits dans ce métier-là? Hey, le pas avoir, c'est une bonne question. Je vais commencer par le avoir. De l'empathie humaine. Je pense qu'il faut être profondément un humain qui aime être avec d'autres humains puis qui est capable de vouloir servir puis d'aider. Si les relations interpersonnelles, c'est pas quelque chose qui t'intéresse particulièrement, puis être en présence d'autres êtres humains, ça t'intéresse pas non plus, ou que t'aimes pas les fluides corporels, puis que les situations intenses sont trop grosses pour toi, ça reste Ouais, une... ouais, c'est faut une être capable de partie. gérer du stress, puis de réagir des fois super rapidement. Fait que, ouais, ça pourrait être ça pour à l'inverse, quelqu'un qui est pas... ou qui a besoin d'un travail trop routinier, puis de pas être capable de prévoir parce qu'un accouchement, ça reste vraiment beaucoup d'imprévisible. La durée est imprévisible. Quand ça va Comment les partir, ça reste personnes vont imprévisible. réagir aussi. Oui, c'est ça. Quand on sait qu'il va y avoir un... On connaît la fin, on connaît le début, mais entre les deux, c'est vraiment super variable. Fait que quelqu'un qui a trop un gros sens du contrôle, là, de la prédictabilité, je pense que c'est un anglicisme, mais c'est ça, qui a besoin d'avoir quelque chose de prévisible, de calculable, puis de toujours comme concret et pareil, il y aurait peut-être pas tant de plaisir. Ah, puis le côté Pas à travailler en empathique, accouchement. tu sais, c'est vrai qu'il en faut un peu le même côté que une infirmière qui va falloir qu'il travaille un Ouais, 16 un heures de soignant. suite, un 20 heures. Toi aussi, tu sais, puis en plus, tu le sais pas, puis dans la relation interpersonnelle, souvent, tu sais, nos amis, on set quand on a envie de les voir, puis on leur parle dans des endroits qu'on a envie, dans des Ouais, moments où on se sent bien. Toi, que tu te sens bien ou non, je présume, tu sais, la personne, elle t'appelle en crise, faut tout le temps que tu sois le plus on point, tu sais, faut tout le temps que tu sois le plus ouais. ouverte à écouter, puis... C'est ça, que ça soit un bon moment pour moi ou non, c'est plus grave, là. Je deviens vraiment comme quelque chose d'arrière-plan, puis là, tu sais, j'ai un devoir, en gros guillemets, là, mais j'ai une mission à remplir, puis indépendamment de comment moi je me sens, puis mon niveau d'énergie, ou faut que je deliver, puis je vais le faire, là. Un autre aspect aussi que je Même si trouvais... c'est intense et c'est long. Des fois, Ah c'est long. oui, définitivement. Là, comme tu le disais, le temps, c'est pas quelque chose que tu maîtrises dans ce domaine-là du tout. Non. C'est quelque chose qui est très aléatoire et libre à la nature des choses. Ouais. Un, Tu un autre aspect aussi, tu disais, tu sais, la patience ou le calme. Je pense que c'est un bon point. Tu sais, quelqu'un, ça doit vraiment rassurer, surtout pendant la naissance, oui. d'avoir quelqu'un qui reste très, très calme, qui est pas affecté par comme le chaos tout ambiant de la situation. Ben, si t'es affecté, il faut que tu le gardes en dedans. C'était une des premières choses que je me souviens de mon prof de sage qui me parlait, puis il a dit, s'il y a quelque chose de difficile qui arrive, tu sais, tu vas avoir manqué à ta tâche si toi, tu réagis négativement. Il faut que tu sois le roc de stabilité émotionnelle vers qui la personne peut se tourner. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ta place d'avoir de la peine, de paniquer, d'être stressé. Tu le prends sur toi, peu importe ce que tu as besoin de faire. Tu le vis intérieurement, mais il faut pas que ça paraisse, puis il faut pas que ça t'influence. Définitivement. Puis entre autres, tu penses-tu qu'il y a une bonne partie de quelqu'un qui veut exceller là-dedans ou qui veut faire bien son travail, qui doit être capable d'enlever beaucoup de son opinion personnelle pour laisser libre cours à ce Mhm. que je vais l'appeler le client, mais la Oui. personne qu'on suit veut vraiment? Ben, définitivement, parce que mon travail, c'est d'aider les gens à voir leur accouchement de rêve. Puis leur accouchement de rêve d'une personne à l'autre, ça va être des choses complètement différentes.
Ça peut être... j'ai déjà suivi une gynécologue qui, elle, était dégoûtée par l'accouchement. Puis là, j'étais comme, t'aimes pas l'accouchement, c'est ton travail. Comme les bébés des autres, ça va, C'est le mien, correct. c'est dégueulasse. Et comme, je ne veux rien sentir. Puis elle, son accouchement de rêve, c'était un accouchement où elle ne sentait absolument rien. Puis elle avait son anesthésiste de garde, puis c'est elle qui faisait ses propres prescriptions de médicaments. Puis elle voulait, d'un bout à l'autre, n'avoir aucune sensation corporelle. Fait que, comme, c'est sûr que mon travail, à ce moment-là, il était différent admettons, à l'inverse, quelqu'un qui veut absolument tout sentir, qui est en maison de naissance, qui veut vivre le thrill, qui veut être dans le moment présent, qui veut le moins d'intervention médicale possible, qui veut éviter les analgésiques. Puis peu importe moi, qu'est-ce que je considère qui est le meilleur accouchement, puis qu'est-ce que je préférerais, on s'en contrefiche. Mon opinion n'a aucune incidence sur ce qui se passe. Mon travail, c'est d'écouter la personne dans qu'est-ce qu'elle veut, puis de l'aider à obtenir cette chose-là, peu importe c'est quoi. Là. Mais c'est facile d'avoir des billets personnels. Ouais. Il faut faire du travail sur soi puis se remettre en question des fois sur OK, est-ce que je suis peut-être en train d'influencer quelqu'un pour quelque chose qu'elle voudrait pas, puis moi, c'est mon opinion, de la façon qu'on formule nos phrases aussi. Je pense que c'est le plus gros challenge de l'humain, Ouais. faire face à ses propres billets. T'sais, peu importe comment ouvert d'esprit t'es, puis comment t'essayes de l'être dans la vie. Des fois, il y a des petites choses, des mots qu'on va utiliser, qu'il faut revenir dessus, faire « Ah, je pense que je l'ai utilisé parce que au fond, je veux ça. » ou... Ouais. Puis des fois, c'est super subtil, là, mais c'est comme si quelqu'un m'arrive... j'avais une patiente il y a pas si longtemps qu'elle me disait elle allait être provoquée pour un gros bébé. Puis moi, j'avais des grosses lumières rouges qui m'allumaient partout, puis j'avais tellement le goût d'y dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis j'étais comme, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, elle m'a pas demandé d'informations supplémentaires. Fait que là, la seule chose que j'ai pris la peine de demander, c'est est-ce que tu veux plus d'informations? Est-ce que tu es correct avec les informations que tu as ou tu as le goût d'en avoir des supplémentaires? Je lui ai pas imposé de lui donner des informations pour peut-être faire douter de sa décision, de l'influencer d'une façon ou d'une autre. Fait que peut-être que même là, d'ouvrir la porte à veux-tu plus d'informations sur ça, mais je l'avais pas lancé d'un ton paniqué non plus. À rediscuter, là, je pense pas qu'on est jamais parfait, mais j'ai pris la peine de vérifier comme, OK, dans la situation que tu vis, est-ce que tu veux que je dédramatise quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'informations? Est-ce que tu veux en parler? Oui ou non? Peu importe ce que tu réponds, je suis d'accord avec ça. Là. Ah, il y a une des... Petite parenthèse, mais tu sais, une des qualités, je pense, qui fait que je t'ai vraiment apprécié vite comme personne, c'est que tu absorbes vraiment bien l'information et tu la partages bien. Puis c'est quelque chose que j'adore, moi aussi, faire. Se partager plein de choses, tu sais, qu'on voit, qu'on apprend, puis que je trouve que, justement, tu l'as bien, la faculté de donner de l'information sans trop la biaiser ou sans trop y donner de la couleur. Fait que J'essaye. ça permet de faire des débats aussi qui sont beaucoup plus sains. Puis ça s'applique dans d'autres sphères. Ça, je trouvais ça le fun que c'est un point qui est très pertinent dans ton métier, mais tu es capable de le faire dans n'importe quelle autre sphère de ta vie, du moins le plus souvent possible. On s'entend qu'on a toutes des faiblesses comme être humain, on n'est pas parfait. Là. Ah oui. Puis on a toute notre expérience personnelle, qu'on le veuille ou non, qui va nous influencer dans le travail qu'on fait. C'est juste qu'il faut être conscient de ces biais-là, puis de se faire des check-ups une fois de temps en temps, de se remettre en question, puis de s'assurer qu'on n'impose pas notre vision à quelqu'un qui en aurait peut-être pas eu besoin. Définitivement. Après, il y a une autre partie aussi je me questionne dans l'origine de ton intérêt vers ces deux métiers-là. Puis c'est des métiers qu'on attribue plus précisément, je trouve, à la spiritualité de l'Est, puis tu sais, ce qu'on peut-être on mettrait dans la grande, très vague éventail de la médecine alternative. C'est quoi qui t'a donné envie d'aller là-dedans, dans le fond, de t'éveiller un peu à toutes ces cultures-là, qui est un peu plus vaste, puis qu'on n'a pas accès très facilement nécessairement ici? Honnêtement, pour l'acupuncture, j'étais quelque part au milieu du secondaire. J'étais comme, je veux faire un métier en soins. Je voulais aider les gens. J'aimais pas ça me sentir impuissante quand quelqu'un souffrait puis pas avoir d'outils puis de juste comme, OK, ben tu souffres, mais je peux pas t'aider, désolé. J'ai plein d'empathie, mais ça s'arrêtait là. Donc, c'était clair pour moi que je voulais faire un métier de soins, mais j'avais pas nécessairement un intérêt vers un plus qu'un autre. Pour moi, ça semblait plus naturel d'aller vers de la médecine alternative, mais pour avoir fait mon stage à l'hôpital, j'aimais vraiment ça, travailler sur un plancher d'hôpital. Je pense en fait pour infirmière, ce qui m'avait tassé, c'était les conditions de travail, comme carrément, comme les conditions de travail m'intéressaient pas, mais le travail de nursing m'aurait intéressé en tant que tel. Puis j'avais pris l'acupuncture parce qu'il y avait une école d'ostéopathie qui m'intéressait puis qui demandait 5 ans d'études post-gradué, post-secondaire. J'avais dit 2 ans de préuniversitaire à Lionel-Groux. Sainte-Thérèse, c'était moins peurant que Trois-Rivières. Puis 3 ans d'acupuncture, ça me faisait mon 5 ans. Fait qu'après ça, je pourrais aller dans l'école d'ostéopathie. Mais finalement, quand je suis entrée en acupuncture,
Je connaissais pas ça. Je l'avais mis sur mon pad un peu par hasard, mais j'ai adoré ça. Puis je me suis rendu compte que les outils que j'avais, ils étaient efficaces. C'est surtout ça qui est important dans mon cas. Parce que je suis pas attachée personnellement à un outil plus qu'à un autre. Je suis attachée aux résultats qu'ils sont capables de me donner. Comme si l'aiguille puis les outils de la médecine chinoise n'étaient pas assez efficaces à mon goût ou assez efficaces pour traiter les pathologies que j'avais envie d'aider, je me serais tournée vers d'autres choses puis ça m'aurait pas fait de peine. Je pense que c'est une belle philosophie à avoir aussi, d'essayer d'être ouvert à toutes les façons de procéder tant que la solution est bonne et fonctionne et Mm-hmm. est humaine, on s'entend là. Parce que mon but, c'était d'aider. Puis après ça, je suis tombée là-dedans. Puis cette médecine-là me permet d'aider les gens, donc je suis satisfaite. Intéressant. Puis je me demandais aussi, encore dans la langue de l'origine, tout ce qui est l'accompagnement à la naissance ou les sages-femmes / doula, puis peu importe le niveau, parce qu'on sait que les sages-femmes, ça implique un peu plus dans la médecine, puis les accompagnatrices font un peu plus du non-médical, le soutien émotionnel, Ouais. puis l'informatif. Je me demandais, c'est quand tu penses qu'ils ont fait vraiment leur apparition au Québec où c'est devenu un peu plus populaire? Parce que j'ai trouvé entre autres comme information que c'est juste apparu le mot doula dans le dictionnaire en 2011. J'étais impressionné que ça ait pris autant de Je temps savais pas ça. J'étais pas au à courant. arriver. Je sais pas quand ça allait arriver. Je remarque que l'accompagnement à la naissance est plus populaire de ma perspective ça fait 6 ans que je pratique. Ça fait assez longtemps que je suis capable de voir des chiffres de certaines choses qu'on voyait jamais qu'on commence à voir ou des choses qu'on voyait souvent qui sont en train de mourir. Je peux voir les tendances, ils s'en vont vers quoi, puis qu'est-ce qui est populaire, puis qu'est-ce qui est à la mode. Entre autres, Puis tu quelles parlais de informations quelque sont chose encore underground. qui était peut-être populaire, qui commence à l'être moins, versus quelque chose qui était moins, qui commence à... Ah ouais, ben les épisiotomies, c'est en train de mourir au Québec. OK. Ce qui est bien. L'épisiotomie, c'est de l'acte d'utiliser un ciseau pour couper le périnée pour aider le passage de la tête de bébé. Il y a encore des places dans le monde où c'est excessivement populaire, comme des 37 à 47 de taux d'épisiotomie. Ça l'était pour nos mères. Nos mères puis nos grands-mères, si on prend la peine de leur poser des questions, as-tu une épisiotomie? C'était comme, ben oui, c'était tout. It was the way. C'était ça le chemin. Ah oui, on posait pas de questions, puis c'était tout. C'était ça qui était le mieux. Puis tranquillement, pas vite, on s'est rendu compte que dans certains cas, l'épisiotomie est encore recommandée, puis c'est un acte médical qui peut régler certaines complications, mais ça devrait pas être utilisé pour tous les naissances systématiquement. Définitivement. Puis ça, au Québec, c'est bien. Le chemin, c'est fait. C'est rare qu'il y ait des épisiotomies. Puis c'est rare. Il reste quelques médecins qui sont connus pour être un peu trop amateurs du ciseau. Mais sinon, les chances d'avoir une épisiotomie de routine qui n'était pas nécessaire, c'est pas une peur que les femmes qui accouchent au Québec devraient avoir. Ça, c'est en train de changer. Il y a aussi plus de médecins qui commencent à accoucher des sièges. Quand j'ai commencé, il y avait juste une université quelque part en Abitibi, je ne sais pas c'est laquelle, qui enseignait encore d'accoucher des sièges, probablement parce que transférer à un hôpital était trop loin, fait qu'ils ont dû garder ces compétences-là. Puis sinon, il y avait eu une étude je pense que quelque part dans les années 70 qui disait qu'accoucher en siège, c'était plus risqué pour la mère puis le bébé que d'aller en césarienne planifiée. Fait que la mode est allée vers les césariennes planifiées et les médecins ne se faisaient plus apprendre à accoucher des sièges. Donc là, au Québec, le chiffre est en train de se faire. C'est en train de recommencer à être enseigné, puis il y a des accouchements par siège qui se font plus fréquemment, puis qui vont pas nécessairement systématiquement en césarienne. Il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là pour réparer l'erreur de ne plus l'enseigner, là. Mais c'est en cours de route. Fait que l'erreur était surtout aussi dans la non-variété. Tu sais, c'est comme si on s'était dit, cette façon-là, elle règle 3-4 problèmes, on va l'utiliser pour tout tant qu'à y être. Au lieu de réaliser qu'il y a peut-être 6-7 façons de faire les choses qui peuvent être tout à fait fonctionnelles, puis d'y aller selon la situation ou selon les désirs de la personne. Ouais, on fait du mieux qu'on peut avec les informations qu'on a, puis il y a des époques qu'on avait moins d'informations qu'on en avait, puis l'intervention qu'on utilisait, c'était la meilleure à ce moment-là avec les connaissances qui étaient disponibles. Puis là, aujourd'hui, avec plus d'études, plus de temps, plus d'expérience, on se rend compte que finalement, c'était soit pas du tout bon ou c'est plus nuancé. Dans certains cas, c'est bon, dans d'autres, pas du tout. Fait que là, il y a beaucoup de shifts obstétricales comme ça qui se font, mais à différents rythmes partout dans le monde. C'est vrai que ça doit surtout la culture doit jouer là-dessus. Oui, définitif que la culture ajoute. Puis il y a des pays dans le monde qui vont être super en avance pour telle chose, mais sur d'autres, ils sont en arrière de nous. Nous, au Québec, on a des choses que des gens de France, ils nous regardent, ils sont comme « Oh, wow, vous êtes tellement chanceux, comme vous êtes super moderne pour plein de trucs. » Puis pour d'autres, on est en arrière d'eux. Fait que ça...
Fait que tout le monde a un avance, peu mais trouvé pas au son même rythme, puis pas angle. sur les mêmes choses. Ouais. Tout le monde a trouvé son angle d'attaque, là. C'est inspirez-vous de tout le monde, trouvez comment être meilleur dans Ouais. tout. Après ça, on va être en business. On l'espère, mais j'avais lu une étude qui disait à partir du moment où est-ce que c'est admis par la communauté scientifique globale que comme cette pratique-là est bénéfique pour tout le monde, ça prend 20 ans à l'implanter dans les hôpitaux. À partir du moment où elle est admise. C'est long, c'est vraiment long. Fait que même quand on sait quelque chose, avant que ça traverse les protocoles puis la bureaucratie, j'imagine, puis la culture, ça prend 20 ans. Puis 20 ans, ça doit pas être partout en plus, ça doit être 20 ans comme dans les grands centres, puis après ça ripple plus loin, tu sais. Ben, peut-être aussi. Fait que tu sais, ça c'est peut-être même 50 ans quand on y pense. Mettons, tu sais, 20 ans en moyenne, fait que pour certaines choses 10, pour certaines choses 30. Wow. C'est vrai qu'il y a des choses des fois que c'est... On comprend pourquoi c'est lent pour certains domaines. Mm-hmm. Des fois, on aimerait ça pouvoir avancer les choses. Ouais, puis c'est frustrant parce que pendant le 20 ans où est-ce que c'est pas mis en pratique, c'est 20 ans où est-ce qu'on sait, tout le monde collectivement, qu'il faudrait que ça l'arrive, mais ça l'arrive quand même pas. Donc, comme tu as la frustration de savoir qu'on pourrait faire mieux, mais qu'on l'implante quand même pas, pour des raisons mystérieuses. Et probablement administratives. Je sais pas l'arrière-plan, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi les choses avancent aussi. Si quelqu'un le sait, hein, vous pouvez l'écrire en commentaire. On est toutes... on aimerait ça régler ce mystère. Mais bref, c'est ça. Fait que même si on sait que des choses y sont mieux, ben il faut juste avoir confiance au processus. Mais même dans le 6 ans depuis que je vois les accouchements, je vois des gros changements sur beaucoup de choses. Fait que ça m'encourage, somme toute. Tant qu'on... Ouais, faut qu'on avance. C'est l'important. Oui. Moi, je suis d'accord avec peu importe la vitesse qu'on décide comme société d'avancer, tant qu'on avance. Tant qu'on est tous d'accord qu'on avance, je suis de bonne humeur. Je veux savoir aussi dans les deux travails que tu fais, que ce soit l'accompagnement à la naissance ou l'acupuncture, c'est quoi à peu près la formation qu'il faut suivre pour faire un ou l'autre? Tu as parlé un peu comme 3 ans de formation pour l'acupuncture? L'acupuncture, c'est une technique. OK. C'est au cégep, mais ils ont été... il aurait pu ne pas être au cégep. Le programme est vraiment intensif, puis même il est intensif dans des conditions où est-ce que tu as déjà tous tes cours de base de fait. Non, ben technique, c'est souvent ça. Puis quand t'as pas tes cours de base de fait, tu te retrouves à faire quasiment du 50 heures, 55 heures de cours par semaine. Peut-être que ça a changé depuis, mais dans les années où j'étais, ils prenaient un étudiant qui sortait du secondaire par année parce que légalement, il était obligé. Mais il y en avait juste un. Il y en avait un par année. Wow. C'est tout. Okay. Tous les autres, c'était des gens qui faisaient des changements de carrière ou qui avaient déjà fait des cours de base. Sinon, c'était trop. Il n'y avait aucune façon de mettre les cours de base dans l'horaire. Ben, s'il y en avait un ou deux, les gens y étaient plus conciliants, là, mais sinon pas du tout. C'est ça. Ça reste une technique, ça se fait en 3 ans. Il y a beaucoup de monde qui le font en 4 parce que c'est plus sain d'esprit. Mais une technique où est-ce que pour être admis, vu que c'est contingenté, t'es vraiment mieux d'avoir déjà fait un programme collégial. C'est vrai que ça l'aide. Surtout si tu peux te prendre un parcours que t'aimes puis que tu vas être à l'aise pour avoir quand même une bonne moyenne. Ben ça, tu fais ton transfert. Là. Ouais. Puis là, il y a des tests maintenant. Dans mon temps, quand j'avais été admise, ils se fiaient juste aux notes. OK. C'est tout. Il y avait comme quelqu'un dans ma classe qui était une ancienne marionnettiste puis artiste de cirque qui disait j'ai des excellentes notes, mais c'est dans quelque chose qui est totalement non lié aux compétences que je vais avoir besoin pour être acupunctrice. Dans ma dernière année, par contre, ils venaient de changer le processus d'admission pour inclure des tests de personnalité. OK. Au-delà de tes notes, est-ce que tu es quelqu'un d'humainement compétent à faire ce qui s'en vient? Je pense que c'est très important de plus en plus dans les domaines, je vais appeler ça les domaines humains, là, mais les domaines d'interaction sociale, d'avoir au moins une formation ou de s'assurer que les personnes qui sont dans ce domaine-là ont des personnalités qui fonctionnent bien avec les autres. Parce qu'on s'entend que c'est pas... t'as pas envie de rendre compte que t'es pas à l'aise dans ta relation quand t'es rendu déjà avec des aiguilles dans toi, immobile. C'est pas là que t'as envie de paniquer ou de sentir mal. Ça, admettons quelqu'un qui avait des excellentes notes, mais qui voulait juste apprendre l'acupuncture parce que c'était quelque chose qui l'intéressait, mais qui ne comptait jamais pratiquer. J'ai envie d'avoir des connaissances pour avoir des connaissances, donc je m'en vais à l'école, j'ai des bonnes notes, donc je rentre à l'école. Ça l'autre la place de quelqu'un qui voulait probablement pratiquer, puis qui aurait pu, peut-être qu'il avait une moins bonne cotère, mais qui aurait fait le métier. Au moins, on prend le risque, qui aurait fait l'effort pour combler cette différence-là avec peut-être la cotère de l'autre pour être super efficace dans son domaine. Ouais.
Puis, fait que ça, c'est pour l'acupuncture au Québec. Accompagnement à la naissance, ce n'est pas un j'ai juste métier certifié, c'est pas le terme, là, mais c'est pas un métier reconnu. Fait que n'importe qui peut, n'importe quand, se déclarer accompagnant à la naissance ou le faire en autodidacte, puis y aller avec ses propres formations, ses propres lectures. Il y a des formations qui existent, qui vont varier de 2 jours à 3 mois, dépendant des OK. écoles. Certaines qui vont demander de faire des stages, d'autres, t'as un examen à la fin de tes journées de formation, puis c'est suffisant. Et c'est très, très varié, en fait. Ça dépend vraiment un peu du parcours que tu veux faire. Quelqu'un qui, comme tu dis, qui est vraiment autodidacte pourrait vraiment juste essayer de prendre le plus d'informations, se renseigner, et évidemment vérifier ces informations par elle-même, puis essayer d'amasser un peu un catalogue d'informations. Mm-hmm. Ou tu peux essayer de voir d'autres personnes dans le même domaine qui parlent de leur expertise, puis aller absorber ça, je présume. Oui, ça peut être ça aussi. Mais il n'y a pas de. C'est ça, c'est pas quelque chose de. N'importe qui peut se déclarer accompagnant. Je me demandais, c'est est-ce que, entre autres, vous faites des... Tu sais, il y a beaucoup d'autres métiers de ce type-là qui font des colloques, tu sais, ils vont se réunir entre eux, quelqu'un va parler plus de son expertise ou de ce qu'il a vécu, pour essayer peut-être de donner son point de vue sur le métier. Est-ce qu'il y en a ou pas du tout? Il y a des associations. Je pense pas qu'il y a des colloques. OK. Pas que je sache. Les associations, ça doit être surtout par lieu, je présume? Non. Même pas? Ben, c'est le Québec. OK. Association provinciale, dans ce cas-là. Je l'ai aussi... moi, personnellement, je suis un peu au courant, mais est-ce que tu peux expliquer la différence pour les gens qui écoutent entre une sage-femme puis une accompagnatrice à la naissance? Ouais, une sage-femme, c'est une professionnelle qualifiée qui va avoir fait un training. Nos sages-femmes ici, c'est 5 ans là, d'université, puis qui vont être capables de poser des actes médicaux, poser des diagnostics, prescrire des médicaments, puis intervenir pendant la naissance. Et qui vont faire le suivi de grossesse médical, là, le suivi de grossesse que tu es supposé avoir, vérifier, ils peuvent commander des prises de sang, et te conseiller puis t'accompagner aussi. Mais ils s'occupent beaucoup du côté médical de la naissance. C'est juste qu'ils ont une physiologie de la naissance qui est plus physiologique. Ils vont essayer de respecter plus la physiologie naturelle puis d'intervenir le moins possible puis de traiter la grossesse comme étant pas comme une maladie, mais comme juste un processus naturel de la vie. Puis au cas Plus où ils vont... mécanique, de façon mécanique un peu. Ben, mécanique puis humaine. Mais Ok. juste, ils vont pas... de toute façon, ils peuvent pas faire des suivis de grossesse à risque. Si la grossesse est déterminée à risque, selon certains critères, le suivi va être transféré à un gynécologue ou à un médecin. Ok, je vois. Fait qu'ils peuvent faire le suivi médical de grossesse non à risque au Québec. Donc, au moment de l'accouchement, ben, c'est elles qui vont attraper le bébé, faire les manipulations, qui peuvent recoudre les points, administrer certains médicaments, puis faire de la réanimation au bébé au besoin. Là. Puis après ça, je présume que le point... Pourquoi on a vu apparaître un peu plus les accompagnatrices, c'est que le côté un peu médical de la chose, puis de s'occuper un peu de cet aspect-là en plus précisément, a dû apporter, pas, je veux pas dire froideur, là, parce que je veux pas dire qu'ils sont moins humains, mais qu'ils ont moins le temps de s'occuper de l'accompagnement un peu psychologique ou du support émotionnel. Ben, les sages-femmes le font. Ils ont quand même beaucoup de temps pour faire des suivis. Leurs suivis peuvent prendre de 1 à 2 heures plutôt que je vais généraliser un 10 à 15 minutes avec un gynécologue. C'est pas de la faute des gynécologues, ils sont juste super occupés. Puis ils ont des horaires de fou, puis ils sont coincés dans une machine administrative eux aussi. Les accompagnantes à la naissance ne posent aucun acte médical, n'interviennent pas sur la naissance. Ils sont là pour supporter la mère, autant physiquement qu'émotionnellement que le côté informatif. C'est comme, je sais pas, admettons qu'on était dans un contexte plus de village, puis il y avait quelqu'un dans le village qui avait déjà eu plein d'enfants, qui avait de l'expérience de la naissance, puis qui s'intéressait à ça, puis d'humaine à humaine, qui t'accompagnait émotionnellement, puis qui te disait à quoi t'attendre, qui t'aidait à te soulager pendant l'accouchement, mais c'était pas elle qui accouchait, accouchait le bébé. C'est pas vrai, là, c'est toujours la femme qui accouche le bébé, là. Jamais les autres, là, mais qui posait pas d'acte médical pendant l'accouchement. Penses-tu qu'un des points, en fait, je suis presque sûr, mais qui doit rassurer, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de visages qui bougent au travers de la grossesse, puis tout, tu sais, l'accompagnatrice doit être très stable dans ce processus-là. Tu sais, elle change pas, tu vas avoir probablement la même personne tout le long, sauf si problème il y a, là. Oui, sauf si urgence.
Mais il y a ça aussi. Dans un contexte de sage-femme, ils travaillent typiquement en équipe de 2 ou de 3. À l'accouchement, ça va être quelqu'un que tu as déjà vu. Ça sera pas une parfaite inconnue. Ça veut pas dire que c'est OK. la sage-femme que tu as vue le plus souvent, mais il y a une stabilité qui est déjà présente dans un milieu de maison de naissance. Mais si tu es à l'hôpital, le gynéco qui va t'accoucher, c'est celui qui te garde. Les infirmières, ils vont changer à chaque shift, puis tu les connais pas, puis tu les reverras plus. Puis t'as pas nécessairement le temps de passer tout l'accouchement avec eux, puis de développer un lien émotionnel ou de confiance Non, puis si ça avec dure elles. 36 heures, je présume que ça a le temps de changer de staff Oui, 3 t'en vois fois tout plein. facilement, là. Ah oui, c'est ça. T'en vois plusieurs. Puis ils n'ont pas juste toi à s'occuper aussi. Ça se peut qu'il y ait 5 chambres à s'occuper, fait qu'ils vont venir et sortir très rapidement. Tandis qu'une accompagnante à la naissance, mais va être avec toi tout l'accouchement. Fait que c'est sûr que ça reste stable, à moins d'une urgence ou d'un imprévu, là. Ah, ça, c'est ça. Mais il y a quelqu'un quelque part que tu connais, que tu as choisi. Ça, c'est l'avantage d'être au privé puis d'être engagé au privé, c'est que tu choisis ton accompagnante, puis tu peux la magasiner puis trouver quelqu'un que tu aimais sa personnalité puis que ça fitait bien ses valeurs avec les tiennes, puis quelqu'un que tu trouves déjà rassurant d'avance. C'est ça, tu l'as choisi puis elle va être là à ton accouchement. Ou il va être là. Il y a quelques accompagnants aussi. Il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques hommes. Ah, c'est bon à savoir. Tu vois, j'aurais même pas pu te le dire, moi, qu'il y avait des participants masculins à ce travail. Ouais. Je me demandais aussi, entre autres, le... Je sais pas comment bien le dire, mais la différence entre... Puis vraiment de nos jours, parce que je sais que ça change avec les années, là, mais aujourd'hui, la perspective du public ou de notre société vis-à-vis de ce travail-là, puis la perspective des autres médecins qui collaborent avec l'aide non médicale. Mm-hmm. C'est quoi un peu le rapport entre les deux? Ben, la société vis-à-vis les douleurs, je dirais que ça commence à être plus connu, mais ça reste encore mystérieux puis un peu underground. Dans certains cercles, ça va être plus connu. Je dirais dans le cercle des accouchements naturels, c'est plus connu. Pourtant, on peut avoir de l'accompagnement à la naissance dans un accouchement excessivement médicalisé. Mais on a tendance, la société a tendance à les associer à, tu les veux quand tu veux un accouchement qui est le moins non médicalisé possible. Ça commence à être connu, mais c'est encore relativement mystérieux. Ça l'est de moins en moins, par contre. La relation du personnel de santé. En maison de naissance, ils sont habitués de travailler avec les accompagnantes à la naissance. Les aides natales à l'accouchement qui aident les sages-femmes et qui font des périodes de garde, leur prérequis, c'est d'avoir une formation en accompagnement à la naissance. Les deux s'entendent très bien. Les médecins, moi, personnellement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Ah, OK. J'ai eu de la curiosité et de la non-compréhension, de comme, je sais pas trop qu'est-ce que tu fais là, mais ça a l'air positif, puis le fun, puis l'accouchement se passe bien, donc comme, do your thing. C'est vrai qu'eux autres, ça va mieux, c'est juste moins de job pour eux, ils Ben, sont les contents. infirmières sont contentes parce qu'il y a une chambre qui Ah, savent mais que, ben, oui. il y a quelqu'un qui est là pour répondre à ses questions. Si elle a besoin de couverte, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Puis si elle a besoin de soutien pour changer de position, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Si elle a besoin de prendre de pression, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Fait que ils peuvent mentalement se dire, ben, cette chambre-là a moins besoin de mon aide, il y a quelqu'un qui est là. Fait qu'ils sont toujours contentes. Ben, C'est vrai peut-être que pas le côté toujours. support humain un peu par l'équipe d'infirmières a moins à être senti, entre guillemets. Mm-hmm. Tu sais, quand ils sont là, évidemment, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, mais ils ont moins besoin d'y aller aux 5 minutes Ouais. parce qu'il y a de l'aide. Il y a quelqu'un d'autre qui est là puis qui va s'en occuper. Puis, comme je disais, de toute façon, les gynécologues, on les voit vraiment pas longtemps, là. In and out, peut-être 2 fois dans l'accouchement, puis après ça, la durée de la poussée, puis le temps de recoudre au besoin, mais sont pas là super longtemps, fait que j'ai pas nécessairement le temps de leur poser des questions élaborées sur leur opinion par rapport à ma présence, là. Mais j'ai jamais eu d'hostilité, Ok. j'ai eu des gens qui étaient contents ou curieux. Je suis content d'entendre ça. Ouais, non, j'ai jamais eu, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais ils étaient juste neutres ou contents. Ben, c'est ça qui est bien. On s'entend. Moi, c'est tout ce que je demande là, aux gens qui ont souvent la haine facile. Essayez juste d'être neutre. T'sais, on vous demandera jamais de tout aimer. Là. C'est pas ça le but. Là. C'est juste pas besoin de détester les choses. T'as le droit de juste t'en crisser. Ouais. Mais je sais qu'il y a des médecins aux États-Unis qui refusent de prendre comme patientes des patientes qui sont suivies avec une douleur. Fait OK. il y en a pas beaucoup, mais j'en vois passer de temps en temps. Fait que d'après moi, ils ont juste eu des excessivement mauvaises expériences parce qu'il y a rien qui dit que toutes les doulas sont compétentes et gentilles Ben non, mais et comme dans qui tous se les tiennent à métiers. leur Hein? place. Je pense qu'il peut y avoir des accompagnantes à naissance qui s'inventent un rôle de médical de comme, tu sais, moi je connais, puis moi je peux conseiller, puis moi je vais prendre la place je vais prendre des décisions à la place de ma patiente. Fait que je peux comprendre pourquoi ça peut être
ça peut être un problème. Fait qu'il y a des places dans le monde que quelque part quelqu'un a moins bien fait son travail, mais je l'ai pas rencontré au Québec. Au moins. C'est bon, moi, je suis toujours content quand je sais que les gens sont ouverts à tout ce qui est méthode alternative dans la vie ou Mhm. juste qui est pas la leur. Je suis Ouais. comme, ça me rend de bonne humeur, automatiquement. Aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un aspect aide au partenaire ou à la partenaire? Ah oui. Mais peut-être pas dans le cas de tout le monde, parce que j'ai déjà eu des gens que je voyais en acupuncture en clinique qui m'avaient dit on avait eu une doula à notre premier accouchement, puis mon conjoint n'avait pas aimé ça parce qu'il savait pas quoi faire, puis il avait eu l'impression que quelqu'un faisait tout son travail, puis qu'il n'avait pas pris sa place, mais un peu. Ça m'avait fait de la peine parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment excessivement important que le partenaire ou la partenaire prenne beaucoup de place. Ah, Mon t'es là travail, pour c'est pas. aider, tu sais, pas Oui, pour voler le puis spotlight, là. aider les deux, parce qu'un accouchement, c'est les deux qui le vivent, puis ça peut être difficile autant émotionnellement que physiquement, que pour un ou pour l'autre. Fait que si le père a besoin de support émotionnel, ou la deuxième mère, ça m'est jamais arrivé, mais je serais super contente, là, ben, ça me fait plaisir de le donner. S'ils ont des questions puis que je peux les rassurer, je suis super contente aussi. Puis dans mon processus de mes rencontres prénatales, je coach le père, puis je m'adresse à lui vraiment beaucoup. Je dis encore une fois le père parce que c'est la seule expérience que j'ai eue, mais la meilleure personne qui existe pour soutenir émotionnellement, puis une personne qui accouche, c'est la personne qui la connaît dans son intimité, puis qui est son amoureux ou son amoureuse. Avec les pères qui se sentent impuissants, je trouve ça vraiment triste. Parce que si quelqu'un avait pris la peine de les outiller, de les conseiller, puis de les informer, il se serait rendu compte qu'ils ont une vraiment majeure importance, puis qu'ils peuvent faire une différence monstrueuse dans l'issue d'un accouchement. Mais entre Monstrueusement autres, positive, là, ou monstrueusement négative. je présume Mais, que juste que eux aussi soient calmes. Tu sais, je présume que si ton travail ben, est bien fait, eux aussi sont plus calmes, puis que toute la salle devient plus calme, ça doit aider à la naissance, veut pas. ouais, parce que des fois, il y a des pères que j'ai vus qui avaient un gros sentiment de performance. Puis que pour eux, ça leur Ok. tenait vraiment, vraiment à cœur d'être des bons partenaires pendant l'accouchement. Puis qu'ils voulaient bien performer, puis tout faire correct, puis tu sais, faire quelque chose ça coche. Hmm. Puis en étant là, ben moi, s'ils ont des questions ou s'ils ont un moment de panique ou s'ils savent pas où se pitcher, ben je peux les conseiller puis les guider. Puis tout ne dépend pas d'eux aussi. Là. S'ils ont besoin de dormir 2 heures parce qu'ils sont trop brûlés, c'est correct, je vais être là. Puis si moi j'ai besoin de dormir 2 heures, c'est correct, le partenaire est là aussi. Puis un, un accouchement, ça peut être des fois vraiment très, très physique. Il y a certaines techniques pour soulager la douleur qui vont être intenses physiquement, vraiment beaucoup. Puis une maudite chance qu'on ait deux pour les faire parce qu'on serait brûlés. Fait que C'est il y sûr en a, que oui. Puis ça juste c'est voir son partenaire ou sa partenaire les faire, ça doit aider aussi à aussi. dégêner la situation, là, ou de, tu sais, doit avoir un aspect un peu, je veux pas dire ridicule, mais tu sais, quand tu t'entraînes en intimité, on dirait avec juste deux autres personnes, c'est pas toujours facile ou c'est pas simple de s'abandonner dans le processus. Ben, tu sais, s'abandonner avec ton conjoint, théoriquement, ça C'est ça, devrait être c'est ce facile. que je dis, vu Ouais, que lui il est là, ça doit ouais. faciliter les choses, contrairement à juste quelqu'un que tu commences à connaître ou tu commences à... Mhm. Mais c'est ça. Les deuxièmes parents sont souvent mis de côté, puis le discours va être toujours axé pour la personne qui porte le bébé. Puis même dans des rencontres prénatales, j'ai des pères qui m'ont dit le médecin ne s'adressait jamais à moi, puis il posait toutes les questions à ma femme. Est-ce que tu as des idées noires? Est-ce que ça va bien? Comment ça se passe? Puis moi, on m'a jamais posé les questions. On m'a jamais demandé si j'allais bien, puis comment ça se passait, puis comment j'entrevoyais les choses, puis on me demandait jamais mon opinion, puis c'est super aliénant. Là. Tu sais, c'est votre bébé, c'est votre famille, puis l'accouchement, vous allez le vivre à deux. Comme, il faut les inclure, les parents, le deuxième parent, c'est sûr. C'est ça, c'est un travail qui va se faire aussi des deux côtés parce je pense que c'est quelque chose qu'on reprochait depuis plusieurs générations, tu sais, le manquement du Mhm. père dans le rôle Ouais. d'élever l'enfant. Mais c'est dur quand il est Mais c'est exclu culturel aussi. avant qu'il Ouais. naisse. Tu sais, il est même pas né encore, puis il commence déjà à te pousser dans le garde-robe. Non, non, t'es pas utile encore, là, va-t'en. On va te reprendre tantôt. Fait que je trouve ça bien de voir ça un peu, qu'on travaille à ramener le Mhm. rôle du partenaire qui est Mais pas il n'y a pas celui si qui vit la longtemps, grossesse. les pères, ils étaient même pas en salle d'accouchement, là. Comme, même s'il aurait voulu rentrer puis participer au moment puis être un support émotionnel pour sa conjointe, il n'aurait pas pu, là. Et
Moi, si je Ça, peux ça a pas être le changé. sport de ma copine, elle capoterait sa Mais vie. c'est triste de manquer ça Eh aussi. Tu oui, sais, je veux dire, ça peut c'est un arriver beau des moment. circonstances où est-ce que la mère ne veut pas que le père soit présent, pas parce qu'elle l'aime pas, mais parce qu'il la stresse trop. Mhm. Puis des fois, de commun accord, les deux décident qu'ils vont vivre ça séparés, mais c'est l'exception, c'est pas la règle. Non, effectivement. Puis tu l'as dit, faut que ça... C'est souvent en rapport avec le stress. Mhm. Parce que ça l'aide personne si le partenaire qui est pas en train Non, non, d'avoir la non. grossesse, il est dans le tapis, puis il Faut pas que la shake. personne en couche a besoin de faire du sport émotionnel, puis de réconforter, puis de rassurer, puis de gérer le conjoint ou la conjointe. Là. C'est pas, c'est l'inverse qu'il faut qu'il se passe. Imagine faire les trois, tu sais, tu fais tout en même temps, tu gères ta respiration, la poussée de ton corps, ton conjoint ou ta conjointe. C'est comme un chef d'orchestre. Non, mais ça serait bien trop difficile, puis c'est pour ça que je comprends que dans ce cas-là, c'est mieux qu'ils se séparent, mais dans la norme devrait être que Mhm. tout le monde qui participe à la naissance puisse participer à tous les processus de cette naissance-là. Ouais. J'aimerais aussi savoir, dans tes deux travails, ça ressemble à quoi à peu près ton quotidien? Tu sais, mettons, de ton arrivée ou de ton lever, parce qu'il y en a un, ça doit être... quand tu peux te faire appeler n'importe Mhm. quand, là. Fait que Presque toujours la nuit. plus souvent, presque Presque toujours. toujours. Presque toujours. Ça m'est arrivé 2 accouchements des jeudis matins. OK. Puis c'était 2 jeudis back-à-back au même hôpital avec le même staff. Fait que c'était vraiment génial. On s'est juste redit bonjour, tout le monde. C'est donc bien un Mais, drôle de hasard. ouais, c'est ça. Mais à part ces 2 jeudis-là, c'est toujours la nuit. OK. Dans les accouchements que j'ai assistés. Puis sinon, habituellement, je présume que t'as ton centre d'acupuncture, t'as ton local. Puis tu te prends-tu des journées dans la semaine qui sont prévues pour si t'as des appels pour d'accompagnement? Ou comme c'est le soir, t'es tout le temps pratiquement correct? Ou... Ben, mes rencontres prénatales, j'y rentre dans mon horaire régulier d'acupuncture. OK. C'est juste que plutôt que de voir des patients d'acupuncture, ben, je vois des patients que je fais des cours prénataux ou peu importe la rencontre qu'on est rendu. Mais j'ai des heures Logique. cliniques régulières. Des fois, elles sont irrégulières aussi. Admettons, il y a un traitement que je peux faire dans le cas où quelqu'un a un bébé en siège, juste avant la version manuelle, qui est la version que le médecin va faire à l'extérieur du ventre pour essayer de tourner le bébé. Idéalement, le plus collé de la version possible. Puis là, j'en ai une jeudi prochain. Si le bébé se retourne pas d'ici là, son rendez-vous à l'hôpital est à 8 heures, fait qu'on se voit en clinique à 6h15. OK. D'habitude, je suis pas là à la clinique à 6h15. Non! Vraiment pas. Je sais pas Mais, pourquoi ça tente pas de commencer à non, 6h15 le matin, mais ça me... non. Fait que dans certains cas, même en clinique, je vais avoir des cas plus OK. urgents qui vont me demander d'avoir des horaires irréguliers ou spéciaux. Mais excepté ces exceptions-là, j'ai mon horaire régulier de bureau. Puis Fait qu'il y a après ça, juste s'il y a un vraiment quand c'est accouchement surtout la garde, quand il y a le moment du... Mettons, du... mais même en garde, je continue ma vie comme si de rien n'était. La seule chose, c'est OK. que je reste géographiquement proche. Comme je m'en irai pas faire une visite au Saguenay pendant OK, que je vois. je garde. Je devrais être capable de me rendre au lieu d'accouchement en dedans d'une heure. Fait que si je me promène autour. Puis aussi, je me couche tout le temps un peu plus tôt. Je bois jamais d'alcool assez pour que je puisse pas conduire. Fait que c'est peut-être une demi-consommation, mais le moins possible. Mon cellulaire, il est toujours ouvert, la batterie est toujours pleine, puis ma valise d'accouchement est dans l'auto. Je suis juste on the go. Quand ça part, je suis prête à partir. Mais je continue de travailler. Parce que à Ça, prendre c'est le 3 accouchements fun. par mois, je suis comme tout le temps de garde. C'est rare que j'ai des trous, là. Ouais, c'est sûr qu'à 3... À 1, tu dois avoir un petit peu de trou, mais Oui, à 3, il doit... Oublie ça, là. il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est le fun. Ton horaire, il est beaucoup plus stable que je m'imaginais un peu, parce que t'es capable de... Vu qu'il y a beaucoup de ton... En fond, de l'explication ou de transmise d'informations que tu fais, que c'est, comme tu dis, c'est des cours Oui, prénataux, c'est ça, ça doit être des... Fait que t'es capable de le mettre dans une séance, comme tu ferais un cours, t'invites la personne dans tes Oui, locaux, puis... ça, je peux le céduler sans problème. Si quelqu'un a besoin de support émotionnel, même de nuit, ils peuvent m'appeler. Ça fait partie de ce qu'ils ont payé. S'ils ont besoin de me parler, peu importe quand, je suis toujours disponible. Ça, je leur dis, c'est pas une urgence, appelez-moi pas. Là. Si ça peut attendre le lendemain, ça attendra au lendemain. Mais somme toute, c'est assez rare. Les gens, ils ont souvent des questions, mais pas nécessairement un besoin immédiat qu'on se parle pendant plusieurs heures. Là. Fait qu'il y a les accouchements, dans le fond, qui sont chaotiques. C'est vrai que souvent, une question, à la limite, tu peux attendre 12 heures, ou tu peux attendre
un petit moment que la personne a répondre. C'est rarement comme j'ai vraiment besoin de l'info live, sinon ma vie elle Oui, arrête. c'est ça. Mais dans ce cas-là, je leur dis appelez-moi. Même si c'est 3 heures du matin. Puis les accouchements, ben, les gens en clinique, de toute façon, 80% de ma clientèle, c'est des femmes enceintes. Donc, si je leur dis j'annule ton rendez-vous demain parce que je pars pour un accouchement, il n'y a personne de fâché. Tout le monde comprend. Tout le monde est dans mais la même oui, situation. Tout le monde est content, fait que c'est pas un problème, puis je remets le rendez-vous à plus tard. Tu as parlé de quelque chose que je trouvais intéressant, c'est le point de vue forfait. Est-ce que tu fais aussi des rencontres individuelles? Tu sais, quelqu'un qui voudrait juste savoir une chose, OK? Comme une rencontre, s'il viendrait te voir pour une rencontre d'acupuncture, ça existe aussi? Oui, les gens peuvent me contacter, admettons, juste pour 1 heure. Comme peu importe la raison. Là, des fois, en début de grossesse, il y a du gros stress de je sais pas où me pitcher, je connais pas ça la grossesse, j'ai besoin de me décharger à quelqu'un qui va me guider un peu sur les prochaines étapes, puis on a juste besoin de se rencontrer 2 fois, admettons, mais c'est ces 2 fois-là, puis c'est tout. Là. OK, mais t'as aussi, comme tu disais, des forfaits qui sont un peu plus encadrants ou que la personne elle peut t'appeler à n'importe quand si elle est en crise ou que tu vas voir un peu plus régulièrement jusqu'à la naissance de l'enfant? Jusqu'après la naissance. Un peu. Là, vu que dans tous mes forfaits, j'ai décidé d'inclure des rencontres en postpartum. Moi aussi, je pense que c'est très intelligent parce que au début, je me souviens à l'université, j'avais commencé en psycho mon parcours, puis on parlait vraiment pas assez de ça encore. Tu sais, je parle 2009, puis on parlait pas assez, je trouve, du postpartum, puis de l'effet de t'es pas nécessairement toujours hype et heureux quand tu viens d'avoir un enfant. Ah non, pas du tout. C'est pas juste comme gleeful, happy, tu vas avoir tu peux avoir des gros crashs, tes hormones sont encore pas parfaitement rétablies, t'es pas même la personne qui a pas vécu la grossesse, là, t'es pas nécessairement dans ton stabilité parfaite, dans ton émotionnalité normale. Non. Le postpartum, culturellement, on y accorde pas assez d'importance. C'est un autre gros sujet, là, mais ouais, c'est une période fragile où est-ce que les gens ils ont besoin d'excessivement beaucoup de support. Je comprends pourquoi c'est comme un peu forcé, là, ton idée de... je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas les gens ne savaient pas qu'ils ne réalisent pas à quel point ils vont en avoir besoin, fait que je fais juste l'inclure. Je vous l'impose. Ça va aussi, je trouve, avec le fait que c'est dans la même branche, on parle pas assez des dépressions, puis à chaque fois, les downs, on n'aime pas trop ça en parler comme peuple, c'est le même feeling, c'est juste encore... c'est vers quelque chose qui est censé être positif en plus, fait que comme le tabou non dit que je pense qu'il faudrait vraiment balayer le plus vite possible. Ouais. Définitivement. Puis pour les plus petites rencontres, dans le fond, mon travail, c'est de répondre aux services que les gens ont besoin. Fait que je suis toujours adaptable. Puis si ce que tu as besoin, c'est juste une présence à l'accouchement, j'ai même pas besoin de te rencontrer avant. Je veux juste être capable de t'appeler quand je vais accoucher puis de savoir que tu vas être là pour m'aider avec les outils que tu as. Mais je veux pas te voir avant. J'ai pas besoin de rencontre prénatale, j'ai pas besoin de cours, j'ai pas besoin d'informations. Je veux juste ta présence. C'est correct aussi, là. Si c'est ça que quelqu'un a besoin, je suis parfaitement d'accord avec ça. J'honore le fait que les gens ils savent qu'est-ce qui est bon pour eux. Puis si quelqu'un veut plus de rencontres prénatales, a besoin d'être plus rassuré, de passer plus de temps sur certaines questions, d'avoir des cours prénataux encore plus complexes, ben c'est correct aussi. Ben oui, puis comme on disait au début, c'est surtout dans l'écoute du patient, du client, de la personne qu'on suit, c'est d'avoir son accouchement de rêve. Puis pour ça, c'est d'être informé parfaitement dans ce qu'elle veut aussi. Tu sais, c'est des fois certaines personnes que oui. C'est dur de faire un choix quand tu sais pas tout. Puis c'est dur de faire un choix quand tu sais juste une chose ou que t'as l'impression que c'est juste une chose. Tu sais, des fois, c'est... Ouais. Moi, je pense qu'avant de te connaître, j'avais jamais entendu parler de variété d'accouchement, là. À part que je savais qu'il y avait les complications. C'est que les complications, ça existait puis qu'il y avait des façons d'aider. Mais toutes les autres façons saines de le faire, inconnues totales. Et je sais plus c'était qui la citation. If I don't know my option, then I don't have any. Si je connais pas mes options, j'en ai aucune. C'est exactement ça. Puis ça, c'est très vrai. Puis il y a un travail informatif qui est le fun à faire puis que les gens sont souvent contents d'avoir. La majorité des gens qui sont attirés vers moi, c'est du monde qui aime connaître parce que moi, j'aime ça connaître. Puis j'aime ça enseigner aussi. On a les clients qui fit avec notre personnalité, mais j'honore puis je respecte le fait que quelqu'un voudrait ne pas savoir. Puis il veut juste s'abandonner à l'expérience. Je veux en connaître le moins possible. Je veux me fier à 100% à ce que les gens vont me dire sans remettre en question rien pantoute, là.
Je veux pas connaître. Je veux pas de choix. Moi, d'avoir des choix, ça me rend anxieux. De devoir prendre Faut des éviter le décisions stress. informées, c'est lourd, c'est difficile. Je veux juste que quelqu'un me prenne tout en charge puis me dise, là, faut que tu fasses ça, puis que je dise OK. Ça peut être, puis pour certaines personnes, c'est parfaitement J'en correct. C'est connais ça qu'ils beaucoup veulent, c'est ça des qu'ils gens veulent. comme ça, là, j'en doute pas du tout. Là. Ouais. Puis les deux, il faut que tu saches t'adapter, il faut que tu sois à l'écoute, parce que, tu sais, il y en a pas un meilleur que l'autre. Comme on l'a Non, dit, pas du tout. en fait, la meilleure façon, c'est d'avoir le moins de stress possible. Mhm. Puis on dit pas d'en avoir zéro, c'est difficile, c'est comme n'importe quoi dans la vie qui est important, ça vient avec son apport de stress. C'est faire tout au travers le processus pour le gérer mieux au moment où ça va venir. Ouais, puis c'est ça. Pour certaines personnes, ce qui est moins stressant, c'est de tout savoir, puis d'autres personnes, ce qui est moins stressant, c'est de ne rien savoir. Et n'importe quoi entre les deux. Évidemment. Et tout le spectre qui existe de Ouais. personnalité entre les deux. Après, je voulais savoir aussi, pour le même idée un peu, mais quand tu fais de l'acupuncture, il doit y avoir des gens qui viennent juste pour essayer une fois. Puis il y en a d'autres que tu dois avoir que c'est vraiment pour essayer de régler un cas ou pour pousser une guérison. Est-ce qu'il y a une variété ou tu as souvent plus le même procédé un peu de client? Ben, des fois, j'ai des gens qui viennent pour essayer, juste parce que c'est la prochaine patente qui leur reste. Si je vois que je peux les aider, je leur fais un plan de traitement, puis je leur dis le nombre de fois qu'on va avoir besoin de se voir pour arriver au meilleur résultat que je peux. C'est rare qu'il y ait des gens qui viennent puis qui partent juste genre, ah, je veux l'essayer une fois puis je reviendrai plus jamais, Comme là. la chiro, mettons, c'est moins comme ça. Je connais du monde, tu sais, ils vont aller. Ah, j'ai mal à l'épaule, ils vont aller chez le chiro, ils se font rebibocher une fois, puis. Ben, je peux pas parler pour l'expérience des chiro, là, mais c'est ça, des gens qui viennent une fois puis qui reviennent plus, juste par curiosité ou comme ma femme, elle m'a forcé. J'en ai vraiment pas eu souvent. Ok. La majeure partie des gens viennent parce que soit ils ont eu des références, soit ils me font confiance à moi, soit ils font confiance à l'acupuncture, ou ils sont rendus à un point qui est comme, il y a une professionnelle devant moi qui a l'air de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Elle me dit qu'elle peut m'aider, ben moi, je veux le résultat. Moi, Je te fais confiance que qu'on peut atteindre le résultat désiré ensemble. je me demandais, c'est-tu une norme dans ton métier d'essayer de faire un plan approximatif du nombre de séances que ça va avoir besoin, ou c'est ton approche? Non, c'est pas la norme. On n'a pas été Ok. enseigné ça à l'école de communiquer avec le patient puis de l'accompagner dans un processus de plan de traitement. Donc, c'est possible d'aller voir un acupuncteur puis qu'il dise rappelle-moi si ça va pas bien. C'est tout. Mais je trouve qu'en tant que patient, c'est le fun d'être prise en charge. Puis je suis comme, ben, Définitivement. je sais pas comment ta médecine elle marche, puis qu'est-ce qu'il faut que je m'attende, puis qu'est-ce que j'ai de besoin, puis combien j'ai de traitement. C'est pas ma job à décider ça. C'est ta Merci. job à toi de me donner tes recommandations, là. Puis même moi, en tant que patiente, quand je m'en vais voir quelqu'un, je m'attends à ce qu'il me dise à quoi je dois m'attendre, puis combien de fois on doit se voir, là. C'est pas le fun de deviner quand tu vas voir un médecin. Tu sais, quand t'as l'impression que c'est un jeu Ouais. d'énigmes, c'est comme j'ai-tu bien fait la job? Le médecin est comme, ah, tu sais, tu veux-tu tel médicament? Je Puis là, t'es vais-tu comme, guérir? je sais-tu, moi, si je veux pas ce médicament-là, t'es supposé connaître ta job. Enfin, bref. Mais non, c'est une lacune qu'il y a chez les acupuncteurs. Pas de tout le monde, mais c'est pas de leur faute. Mais je C'était pense que pas même compris dans pas. notre Tu sais, curriculum. je voulais pas nécessairement viser ton métier. Je pense que c'est un gros problème de Oui, tout beaucoup le de monde. sphères de métier en ce moment. Que les gens font pas des bonnes approximations, ou du moins ils sont pas clairs dans le processus. Puis je pense que ça l'aiderait Oui, à populariser ou à montrer que ça fonctionne réellement. Parce que c'est sûr que tout ce que tu fais dans la vie, si tu le fais une fois à moitié, ça marchera pas. ça fera rien. Puis ça, c'est tout, hein. Tu sais. Comme si tu vas voir un médecin parce que tu as une infection puis qu'il te prescrit des antibiotiques puis que tu en prends une journée, tu T'en dis prends une! ouais, t'en prends une, t'es comme je vais attendre de voir si ça me guérit puis si ça m'aide, puis là tu vas être comme tes maudits antibiotiques, ils marchent pas. Je suis comme ben oui, mais fallait t'y prendre 10 jours. Fallait t'en Ouais. prendre 3 par jour, fallait t'en prendre 30! T'en as pris une! Ouais, fait que c'est la même chose, puis j'essaie d'être vraiment super claire puis de prendre en charge. Puis après ça, moi, je donne ma meilleure opinion professionnelle, puis mais j'oblige personne. Si toi, c'est trop de traitement ou c'est pas assez de résultats puis tu t'attendais à plus, c'est pas grave, là. Je serais pas fâchée, puis on n'a pas besoin de continuer à se voir, à continuer le processus thérapeutique ensemble. Puis je pense dans les deux, je t'ai fait parler un peu des deux métiers, puis dans les deux, Ouais. t'as bien expliqué qu'il faut rechercher les gens avec qui ça marche aussi. Mhm. La variété, là, est disponible. Tu vas, dans tout ce qui existe, ça se peut qu'il y en ait moins que dans d'autres métiers, mais tu vas être capable d'en trouver quelqu'un d'autre. Tu vas être capable de trouver quelqu'un que sa personnalité fait peut-être un peu plus avec ce que tu recherches,
Ouais. Puis même dans les professionnels de la santé, tu sais, je connais du monde, ça fait 20 ans qu'ils vont voir le même médecin, puis ils sont comme, je l'ai mon médecin de famille. Oui, mais change de médecin de famille! C'est comme, mais c'est long. C'est pas grave que c'est long! Prends-le, 5 ans! Après ça, tu vas être heureux, tu sais. Ouais. Tu condamnes pas ta santé ou ton envie d'aller bien parce que ta relation avec un professionnel de la santé est pas top, tu sais. Ouais, puis des fois, il y a des gens qui recherchent quelque chose en particulier, puis d'être le plus clair possible, c'est super honnête aussi, parce que même en tant que la job que je fais d'accompagnement à la naissance, je leur dis, tu sais, voici moi ce que j'offre, puis la personne que je suis, puis si ce que vous vouliez, c'était autre chose, c'est parfaitement correct, puis je vous encourage à trouver quelqu'un qui fit avec ce que le autre chose que vous vouliez. Je sais pas, j'ai pas le goût de m'embarquer dans un processus avec des gens qui n'ont pas le goût de travailler avec moi, là. C'est lourd pour tout le monde, là. Définitivement. Puis Ça, c'est c'est une pareil. phrase qu'on entend beaucoup, je pense, de nos jours, puis je pense que tous les métiers doivent le marteler. Tu sais, quand vous aimez pas quelque chose, subissez-le pas. C'est pas le fun de travailler avec des gens qui ont pas envie d'être là, puis tu sais, vous êtes là pour les aider, là. Si au final, ils se sentent pas bien ou ils ont pas envie de ça, ben arrêtez. Ouais, mais c'est pas... En même temps, c'est rarement un problème pour moi en clinique parce que dans mon marketing, je suis vraiment claire que je travaille avec les femmes enceintes et que mon expertise, c'est l'accouchement. Fait que la grosse majeure partie de mon horaire, c'est des femmes enceintes. Puis après ça, on a super du fun en clinique. Ils peuvent me poser toutes les questions du monde qu'ils veulent. Je vais être probablement capable de répondre ou de les enligner vers la bonne personne. J'ai plein de ressources à leur donner. Comme quelqu'un qui vient me voir pour un épicondylite, ben, je vais traiter son épicondylite, mais il ne repartira pas avec 8 pages de documents pour gérer son épicondylite. Là, je vais dire... Je vais avoir des conseils généraux, mais sans plus, là. Tandis que comme ma clientèle de femmes enceintes, je prends vraiment, vraiment, vraiment soin d'eux parce que c'est ce que j'aime faire. Puis j'ai développé ma clinique puis ma façon de fonctionner en fonction de, ben, c'est cette clientèle-là que je veux. Puis dans pas long, je vais ouvrir une clinique à Repentigny qui va être une clinique juste pour femmes enceintes. Puis je veux pas des chaises dans la salle d'attente, je veux des ballons. Comme j'ai une clientèle de femmes enceintes, c'est sûr qu'il y a une table à langer, là, parce que des places que tu vois qu'il n'y a pas de table à langer, que c'est fâchant puis ridicule, je comprends pas que ça existe encore. Puis comme il va y avoir un parc pour les enfants, comme tout l'espace va être conçu en fonction de la clientèle que je veux desservir pour qu'il y ait la meilleure expérience possible. Qui est une belle idée. Puis je souhaite beaucoup de succès à la clinique. Puis, merci. Honnêtement, je suis sûr que ça va marcher. Là. Juste avec la personne qui a été, j'ai aucun doute que ça va bien se passer. Mais tu sais, j'ai du fun à traiter ça, puis je suis bonne là-dedans parce que c'est ma passion. Fait que les gens, ils sentent, là, veut pas, quand tout le monde est content, puis de bonne humeur, puis qu'il y a des résultats, puis que l'expérience est plaisante aussi, il n'y a comme pas de raison que ça marche pas, là. Investissez-vous dans vos passions, puis propagez-les. Je pense que c'est le plus beau message qu'on peut transmettre. Mais merci beaucoup, Reb, pour vrai d'être venu. Ça a été super pertinent. J'ai appris une tonne de choses. J'espère que vous avez tout autant appris. Puis je vous invite à la suivre sur Facebook. Elle a beaucoup de pages dans lesquelles elle donne plein d'informations ultra pertinentes, très régulièrement. Puis si ça vous donne envie de peut-être faire affaire avec elle pour soit l'acupuncture ou pour ses services d'accompagnatrice, ben, vous la trouverez super facilement sur Facebook. Je vais mettre le lien de sa page en dessous dans la vidéo. Good, merci. Puis, bye, merci d'avoir pensé à moi pour que je puisse parler des choses que j'aime. Ça fait plaisir. Parler d'accouchement, je peux en parler pendant 3 jours, puis il n'y aura pas de problème. Moi, j'adore les gens passionnés. Puis toute personne qui a une passion à partager, ça va me faire plaisir d'y recevoir. Merci d'être venu. Good.